l'IA n'invente pas les images, elle pille des choses de ci, de là et les mélange. Donc ça veut dire le chômage pour mes copains. Donc non, ça, je refuse absolument l'IA générative. Il avait à peine 10 ans quand il a découvert la BD. Depuis, il a publié des dizaines de bandes dessinées, des histoires qu'il raconte et parfois qu'on lui raconte. Car tout est avant tout une histoire de rencontre. Jean-David Morvan, bonjour. Alors on va passer un petit moment ensemble pour parler de la relation que vous entretenez avec votre portable, avec les réseaux sociaux. Bon alors, on n'est pas sur les réseaux, mais presque. On peut se tutoyer ? Ouais, c'est parti. Allez, on se tutoie. Toi qui aimes le monde imaginaire, que représente le virtuel pour toi ? Une de mes premières bandes dessinées s'appelait Horde et parlait justement des mondes virtuels, de la naissance d'un être qui n'habitait que dans un univers virtuel, qui rendait cet univers réel d'une certaine manière, puisque quelqu'un y vit. Et donc ça m'a toujours vraiment intéressé, mais sans doute parce que j'ai lu Philippe K. Dick quand j'étais plus jeune, et donc le vrai virtuel m'a toujours vraiment passionné, même avant qu'il existe. Alors justement, tu vas nous ouvrir les portes virtuelles de ton téléphone. L'écran de ton portable va apparaître devant toi. On va s'y plonger ensemble, t'es d'accord ? Allons-y. Alors déjà, on voit ton fond d'écran. Qu'est-ce que c'est qu'il représente ? C'est 2 personnes qui ont 100 ans de différence d'âge. Enfin, qui les avaient, puisque Madeleine Riffaut est décédée maintenant. Mais le petit est toujours vivant, donc heureusement d'ailleurs. Et voilà, c'était une photo assez symbolique de 2 personnes avec 100 ans de différence d'âge. Je trouvais que c'était pas anodin. Alors Madeleine Riffaut, elle a beaucoup compté pour toi, on en parlera après. Quand on regarde justement ton écran d'accueil, on note quand même que les applis sont hyper bien rangées. Je te fais une confession, c'est pas le cas chez moi. T'es un peu maniaque ? Non, je suis pas du tout maniaque, parce que juste derrière, elles sont mal rangées comme ça. Mais en fait, là, comme je veux quand même voir la photo que je mets sur mon fond d'écran, au moins en première, je fais attention à ma première page. Voilà, c'est comme ça. Alors, quelle relation t'entretiens avec ton portable ? Mon portable, c'est moi, en fait. C'est un objet utilitaire qui est plus utile pour moi qu'une paire de chaussures, parce que je passe plus de temps, en général, en tout cas, quand je travaille vraiment chez moi, que dehors. Donc en fait, c'est un outil qui me permet de gagner beaucoup de temps, de ne pas devoir répondre à tous mes mails à la fin de la journée, mais de traiter ça en permanence. Comme j'ai une Dropbox, ça me permet aussi d'envoyer tous mes fichiers de n'importe où je suis. Donc c'est vraiment la continuité de moi-même. Et alors, hors réseaux sociaux, parce qu'on en parlera un peu plus tard, quelle est l'appli que tu utilises le plus ? J'en ai parlé tout à l'heure, c'est ma Dropbox, en fait, qui est une. Est-ce que tu peux nous la montrer ? Nous montrer comment ça fonctionne. Qui est un serveur personnel, on va dire. Et donc dans ma Dropbox, j'ai tous mes fichiers, tous mes scénarios. Là, si on va là, j'ai tous les scénarios sur lesquels j'ai travaillé depuis 15 ans et tous ceux que je suis en train de faire. Donc voilà, c'est la liste de tous mes scénars en cours, terminés ou à venir. Donc voilà, il y en a un certain nombre. Et donc là-dedans, j'ai à la fois tous mes scénarios, les pages de BD des dessinateurs, la documentation, les liens hypertextes vers plein de sites ou de livres. Donc la Dropbox, pour moi, c'est vraiment le plus important. C'est un peu comme un ordinateur, finalement, pour toi, ton téléphone aujourd'hui. Oui, c'est pas un téléphone. Je m'en sers très, très peu en téléphone. Je m'en sers vraiment en ordinateur, de poche. J'ai vu aussi que tu avais une appli de lecture, non ? Ouais, j'ai Isneo. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer aussi ? Bien sûr, qui est là. Qui est l'appli des éditeurs du SNE, on va dire, des gros éditeurs français. Et donc là-dessus, il y a pas tout à fait, mais quasi toutes les bandes dessinées qui sortent. Donc des anciennes et puis toutes les nouveautés. Là, voilà, par exemple, ça, c'est les nouveautés. Donc ça me permet de lire beaucoup de bandes dessinées assez facilement. Et donc pour toi, c'est pas moins bien ou mieux que le papier ? Pour moi, ce qui est important dans un livre, c'est ce qu'il y a dedans, en vrai. Donc ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, les éditeurs sont vraiment bons pour faire des beaux objets et surtout bien imprimer les BD avec des couleurs qui ressemblent à ce que les auteurs ont voulu. Mais malgré tout, comme c'est des fichiers informatiques pour la plupart, puisqu'on fait tous quasi nos bandes dessinées maintenant avec des couleurs informatiques, en fait, ce qu'on a sur l'écran, c'est exactement ce que le coloriste a décidé
Donc c'est quand même assez représentatif. Et oui, c'est vrai que tourner les pages, c'est un peu plus long que juste la faire glisser, donc je gagne un peu de temps. Ouais. C'est pas négligeable, c'est vrai. Et est-ce que tu peux nous montrer l'appli que tu utilises le moins, si tu regardes un peu les applis que tu as sur ton téléphone? Si je les regarde, il y en a quand même tout un paquet que je n'ai pas utilisé depuis des siècles. Hein. Par exemple, là, j'ai Playround, et je ne sais même pas ce que c'est. Alors, est-ce que tu peux l'ouvrir? On va regarder ça on va regarder, ensemble. Ouais. Image Playround, Apple Intelligence en créant vos propres images. Ça, je comprends pourquoi je l'ai jamais ouverte. Alors, c'est l'IA d'Apple. C'est de l'IA générative, ouais. Ouais. Donc ça, je refuse absolument. Ouais. Alors, pourquoi tu refuses l'IA générative? Là, effectivement, c'est l'IA qui fabrique des images. Ouais, c'est l'IA qui fabrique des images en pillant les images de tous mes copains dessinateurs du monde depuis toujours. Donc l'IA n'invente pas les images, elle pille des choses de ci, de là et les mélange. Donc ça veut dire le chômage pour mes copains. Donc non, ça, je refuse absolument l'IA générative. Je ne suis pas contre l'IA pour la recherche, pour la médecine et toutes sortes de choses comme ça, mais pour la générative, j'en veux pas. C'est d'autant plus horrible que tout ce qu'on voit de gens qui postent leur profil avec une image à la Miyazaki ou aux Simpsons ou tout ça sont des images horribles, ultra mal dessinées, toutes jaunes aujourd'hui puisque la mode est au jaune et que ça n'a rien d'original. Donc c'est vraiment du boulot dégueulasse. Ouais. Alors, on va à présent plonger dans l'univers de tes réseaux sociaux. Tu es assez actif sur Instagram. Si d'ailleurs tu peux ouvrir ta page Instagram. Tu as sur ton profil 17 000 followers, hein, c'est ça, qui suivent tes... C'est peut-être ça, ouais, je regarde rarement. Ouais, si tu peux aller sur ton profil à toi. Ouais, c'est ça, 17 000. Ouais. Donc 17 000 followers qui suivent tes aventures et tes partages. On voit aussi que tu as plus de 6 000 publications. Alors déjà, tu as rebondi sur le chiffre des followers. Finalement, ces chiffres, toi, ils ne te parlent pas beaucoup. C'est pas ça l'intérêt pour toi des réseaux sociaux? L'intérêt, c'est de partager des informations avec lesquelles j'ai envie de les partager sans forcément avoir à leur envoyer chacun un message. Donc, je sais que mes réseaux sont un peu plus professionnels. Mais quand j'ai créé mon Instagram, c'était en 2012. C'était vraiment pour la photo. Est-ce que tu peux scroller et remonter sur ton fil pour nous montrer effectivement les photos et le nombre de photos qu'il y avait au départ? Je ne sais pas comment faire pour remonter autrement qu'à la main et qui bloque sans arrêt. Ouais, parce qu'il y a les 6 000 publications. Alors nous, on l'a fait. Donc, je vais pas te cacher, bon courage. Ça nous a pris du temps. On a remonté ton fil, les 6 000 publis. On est tombé sur le tout premier post. En fait, c'était une photo que tu avais prise à Kyoto en 2011. Bon, 2011, on va le dire, hein, c'est une éternité dans le temps numérique. À l'époque, donc, tu lances ton compte Instagram pour toi et pour partager des photos. Tu te dis pas que tu vas créer une communauté, c'est ça ? Non, pas du tout. Je me dis, je sais qu'il y a des gens qui regardent. Donc d'abord, je suis des photographes que j'aime bien, pour commencer, puisque je suis aussi assez fan de photos. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de dessinateurs ou de gens comme ça sur Insta. C'était plus de la photo. Et donc la première chose, c'est ça. Et puis ensuite, en me disant, je vais, comme j'ai décidé de me perfectionner dans la photographie, ça va me donner l'obligation de traiter mes photos, c'est-à-dire pas seulement d'aller en prendre, mais après de les publier et donc d'essayer de les travailler pour qu'elles soient visibles par les gens, on va dire. Voilà. Tu l'as dit, hein, il y a des photos, mais il y a aussi du dessin, des bulles, des cases, de la BD, quoi. Ouais. On va s'arrêter sur ta photo de profil. Ouais. Et voilà, donc c'est un dessin, bon, ça te représente, je suppose. C'est quoi l'histoire de ce dessin ? C'est juste j'ai trouvé qu'il était très marrant. C'est Héloïse de la Maison qui l'a fait pour mon fils. Je trouvais qu'elle était très rigolo. En plus, à chaque fois qu'il le voit, il dit papa. Je ne sais pas comment il me reconnaît, mais c'est moi. Et donc voilà, ça m'a fait rigoler. Donc je l'ai mis en photo de profil. Alors il y a d'autres dessins qui te représentent. On va en voir un autre qu'on a trouvé aussi sur ton profil Instagram. Il fait un peu écho au précédent. C'est toi, donc encore une fois, dessiné par Mathieu Thonon au restaurant Le Tablier. Oui, c'est ça, exactement. À Reims. Qu'est-ce qu'il raconte de toi, ce dessin ? Alors déjà, si tu peux nous lire ce qu'il y a dans la bulle. D'ici, je lis pas, mais je pense que... Est-ce que c'est de la salade dont je parle ou c'est quoi ? Ouais, c'est ça. Le premier qui m'apporte une salade.
je le fume. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas dit ça, mais je pense qu'il a vu dans mon regard que c'était un peu ça. Parce que je crois que 3 fois de suite, on m'a demandé si c'était pour moi la salade. Et donc, je pense qu'à un moment, j'ai été énervé. Parce que, en général, quand je commande à manger, par exemple, je commande un steak ou un truc comme ça, j'ai toujours de la salade avec. Mais je dis, j'ai pas commandé la salade qui va avec. Moi, j'ai commandé que le steak. Donc voilà, j'ai cette petite aversion pour la salade. Ah. Alors, tu viens de recevoir une notif parce que ton profil Instagram, il raconte aussi tes engagements au fil de ta carrière. Tu t'es plongé dans la folie des guerres, la première, la deuxième guerre mondiale notamment. Est-ce que écrire sur la guerre, c'est résister? Est-ce que c'est une forme de résistance? Bah, si on pense que la propagande est une forme de guerre, puisque c'est une forme d'endoctrinement, et donc du coup la connaissance est une forme de résistance, effectivement. Je pense que pour généraliser, au-delà des guerres, c'est un peu ça. Voilà, c'est la différence entre l'information et la propagande. Et donc, il me semble intéressant de connaître le monde dans lequel on vit pour avoir un meilleur point de vue dessus. Si on vit dans un monde de propagande, alors on ne peut pas vraiment connaître la vérité. Est-ce que la vérité existe? C'est encore un autre sujet. Mais on n'est pas là pour faire de la philosophie. Alors, il y a un personnage bien réel, hein, t'en parlais, qu'on retrouve beaucoup sur tes réseaux sociaux. C'est la résistante Madeleine Riffaut. Madeleine, Ouais. on la voit, c'est elle. Hein, c'est une photo que tu as postée donc, sur ton Instagram. Pourquoi elle est si présente sur tes réseaux sociaux? Parce que j'ai vécu 7 ans et demi avec cette dame, à une période où je finissais une bande dessinée sur Irena Sendler, qui est une résistante polonaise qui avait sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie. Et je suis tombé sur un documentaire dans lequel il y avait Madeleine. J'ai eu envie de la rencontrer, j'ai réussi à la rencontrer. Bien sûr, la première fois au téléphone, elle m'a envoyé chier, c'était Madeleine, c'est toujours assez sec. La deuxième fois, elle m'a dit de venir la voir. Et on s'est tellement bien entendu que pendant 7 ans et demi, on s'est pas quittés, jusqu'au moment où elle nous a quittés tous. Mais c'était vraiment un grand moment de ma vie, une rencontre inoubliable et aussi un changement fondamental dans ma vie, parce que avant j'étais toujours parti aux 4 coins du monde, je vivais au moins 6 mois de l'année dans des pays étrangers, en Chine, en Brésil, en Argentine, au Japon bien sûr, donc dans plein d'endroits différents. Et quand j'ai rencontré Madeleine, après, je me suis plus senti de partir. Et il t'en parle aussi beaucoup sur ton profil Instagram. Si tu peux retourner dessus, scroller et nous montrer, on va voir que Madeleine, elle est très présente. Ça te fait quoi de revoir toutes ces photos sur ton fil Insta, toutes ces vidéos même que tu as postées d'elle? Ouais. Bah, ça fait du bien d'abord parce que bon, là, je tombe sur son faire-part d'enterrement, donc ça c'est plutôt moins marrant, mais en même temps ça me rappelle plein de choses, et surtout ça tiens d'ailleurs ma photo de profil avant, et mais en fait comme elle est toujours là, ça rassure un peu. Et puis moi je l'écoute tous les jours, Madeleine, parce que j'ai des centaines d'heures d'enregistrement, et sans doute grâce à la deuxième application la plus utile de mon téléphone, qui est le dictaphone. Et donc tout ça, c'est des enregistrements de Madeleine. C'est vraiment cool, la technologie, pour ça. C'est quelque chose d'incroyable. Il y a eu la photo, évidemment, où soudain on a pu encore voir la tête des morts. Et puis entendre la voix, c'est vraiment bien. Il y a un truc là que j'ai gardé, qui est dans ma Dropbox aussi, qui est complètement stupide, mais j'avais envie. J'ai gardé tous les messages qu'elle m'envoyait sur mon répondeur. Quand j'étais par exemple dans Paris, puis elle me disait « Jean-David, t'es parti manger, déjeuner, mais ça fait déjà 2 heures, je t'attends, il faut qu'on travaille. » Tu peux nous montrer ça aussi, le fichier écoute, sur lequel je ne sais pas où ils sont dans ma Dropbox, mais je vais les trouver. Ouais. C'est là, ça y est, j'ai trouvé. Ah bah parfait. Donc ça, c'est tous les messages de répondeurs. Si tu veux, j'en mets un au hasard. Allez. Je sais pas si tu... Non, Jean-David, c'est Madeleine. J'espère que tu passes un Noël agréable. Moi, oui. Et puis, je me pose la question, est-ce que José Machin vient demain ou... Je te rappelle que tu dois m'appeler aujourd'hui pour que je le sache. Elle avait ce débit très, très reconnaissable, Madeleine. Ah oui, voilà. Et c'est hyper utile pour moi, parce que j'essaye de retranscrire sa voix dans les dialogues de la BD, son ton, sa manière de parler.
Et donc voilà, mais je l'ai toujours vraiment dans l'oreille, Madeleine, mais c'est bien d'écouter comme ça. Alors, tu l'as un peu dit, hein, les réseaux sociaux, finalement, tu les vois aussi comme une caisse de résonance, comme une vitrine, comme un tisseur de liens. Il y a un autre réseau que tu utilises beaucoup, c'est LinkedIn. Bon, déjà, tu le prononces comment, toi? Parce qu'il y a débat. Hein. Je dis LinkedIn, mais j'ai jamais trop Allez, su parfait. comment ça se disait. On part donc sur LinkedIn. Est-ce que tu peux ouvrir l'appli sur ton téléphone? Comment tu la perçois, cette appli-là, toi? Et pourquoi tu l'utilises autant? En fait, je me suis posé la question un jour de à quoi ça servait. J'ai jamais vraiment compris parce que je travaille pas vraiment dans le milieu de l'entreprise ni rien. Mais j'avais mis ça, je postais un message de temps en temps et j'ai une personne qui m'a dit j'ai appris ce que vous visiez là sur LinkedIn. Et donc je me suis rendu compte que sur LinkedIn, il y avait quand même des gens qui regardaient, mais sans tellement commenter. Et donc je me suis dit, quitte à faire un post pour Facebook, le transférer sur Insta, je peux le mettre aussi sur LinkedIn. Et puis un jour, je cherchais un dessinateur pour dessiner Manouchian, Missak Méliné et le groupe Manouchian, une bande dessinée que j'ai faite juste avant la panthéonisation. Et je cherchais un dessinateur arménien. Il se trouve que un certain Thomas Tcherkezian avait liké un de mes posts. Donc j'ai regardé, j'ai trouvé que le garçon dessinait bien et je lui ai écrit un message en disant ça t'intéresserait pas de dessiner ça. Et donc il était très étonné, il croyait que c'était quand même relativement une blague et donc j'ai dû montrer page blanche et il a dessiné cette bande dessinée. Donc je me suis dit j'ai quand même recruté quelqu'un sur LinkedIn, ce qui après tout ça sert à ça. Et enfin, Jean-David Morvan, près de 15 ans sur les réseaux sociaux, quel est ton bilan? Mon bilan, il est vraiment positif, mais il date d'avant les réseaux. Parce que moi, quand j'ai commencé ce métier, on devait taper à la machine. Donc on ne peut pas transporter une machine à écrire partout dans le monde. Et donc pour moi, en tout cas au niveau du travail, c'est vraiment très, 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 très utile. Donc c'est un progrès énorme dans la manière de faire mon métier. Ouais. Allez, dernière demande, comme t'aimes la photo, t'aimes les images, c'est devenu une tradition dans Notif. Est-ce que tu peux nous faire un petit selfie de toi pour conclure? Oui, bien sûr. On y va. Je vais faire un selfie rigolo, vous allez voir, parce que... Ah, parfait. On va montrer le studio tel qu'il est vraiment. Voilà. Merci beaucoup, Jean-David Morvan, d'avoir été dans Notif. À bientôt. À bientôt, au revoir.